Aujourd'hui, je vous parle de Roland Barthes et de ses mythologies et je vais vous lire le premier extrait ou la première mythologie qui s'appelle « Le monde où l'on catch ». La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques. D'ailleurs, le catch est un spectacle de plein air, car ce qui fait l'essentiel du cirque ou de l'arène, ce n'est pas le ciel, valeur romantique réservée aux fêtes mondaines, c'est le caractère dru et vertical de la nappe lumineuse. Du fond même des salles parisiennes les plus encrassées, le catch participe à la nature des grands spectacles scolaires, théâtre grec et courses de taureaux. Ici et là, une lumière sans ombre élabore une émotion sans repli. Il y a des gens qui croient que le catch est un sport ignoble. Le catch n'est pas un sport, c'est un spectacle. Et il n'est pas plus ignoble d'assister à une représentation catchée de la douleur qu'aux souffrances d'Arnolphe ou d'Andromaque. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non. Et il a raison. Il se confie à la première vertu du spectacle, qui est d'abolir tout mobile et toute conséquence. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Ce public sait très bien distinguer le catch de la boxe. Il sait que la boxe est un sport janséniste, fondé sur la démonstration d'une excellence. On peut parier sur l'issue d'un combat de boxe. Au catch, cela n'aurait aucun sens. Le match de boxe est une histoire qui se construit sous les yeux du spectateur. Au catch, bien au contraire, c'est chaque moment qui est intelligible, non la durée. Le spectateur ne s'intéresse pas à la montée d'une fortune, il attend l'image momentanée de certaines passions. Le catch exige donc une lecture immédiate des sens juxtaposés, sans qu'il soit nécessaire de les lier. L'avenir rationnel du combat n'intéresse pas l'amateur de catch, alors qu'au contraire, un match de boxe implique toujours une science du futur. Autrement dit, le catch est une somme de spectacles, dont aucun n'est une fonction. Chaque moment impose la connaissance totale d'une passion qui surgit droite et seule, sans s'étendre jamais vers le couronnement d'une issue. Ainsi, la fonction du catcheur, ce n'est pas de gagner, c'est d'accomplir exactement les gestes qu'on attend de lui. On dit que le judo contient une part secrète de symbolique. Même dans l'efficience, il s'agit de gestes retenus, précis mais courts, dessinés juste mais d'un trait sans volume. Le catch, au contraire, propose des gestes excessifs, exploités jusqu'au paroxysme de leur signification. Dans le judo, un homme à terre y est à peine. Il roule sur lui-même, il se dérobe, il esquive la défaite ou, si elle est évidente, il sort immédiatement du jeu. Dans le catch, un homme à terre y est exagérément, emplissant jusqu'au bout la vue des spectateurs, du spectacle intolérable de son impuissance. Le geste du catcheur vaincu signifiant au monde une défaite que, loin de masquer, il accentue et tient à la façon d'un point d'orgue, correspond au masque antique chargé de signifier le ton tragique du spectacle. Au catch, comme sur les anciens théâtres, on n'a pas honte de sa douleur, on sait pleurer, on a le goût des larmes. Chaque signe du catch est donc doué d'une clarté totale puisqu'il faut toujours tout comprendre sur le champ. Dès que les adversaires sont sur le ring, le public est investi par l'évidence des rôles. Comme au théâtre, chaque type physique exprime à l'excès l'emploi qui a été assigné aux combattants. C'est donc le corps du catcheur qui est la première clé du combat. Je sais dès le début que tous les actes de Thauvin, ses trahisons, ses cruautés et ses lâchetés, ne décevront pas la première image qu'il me donne de l'ignoble. Je puis me reposer sur lui, d'accomplir intelligemment et jusqu'au bout tous les gestes d'une certaine bassesse informe et de remplir ainsi à plein bord l'image du salaud le plus répugnant qui soit. Les catcheurs ont donc un physique aussi péremptoire que les personnages de la comédie italienne, qui affichent par avance, dans leurs costumes et leurs attitudes, le contenu futur de leur rôle. De même que Pantalon ne peut être jamais qu'un cocu ridicule, Arlequin un valet astucieux et le docteur un pédant imbécile, de même Thauvin ne sera jamais que le traître ignoble, Régnière l'image troublante de la passivité, Mazo celle de la fatuité grotesque, et Orsano celle doublement piquante d'une salope vindicative. Car je ne pense pas que le public de l'Élysée-Montmartre suive Littré et prenne le mot salope pour un masculin.
Le catch est comme une écriture diacritique. Au-dessus de la signification fondamentale de son corps, le catcheur dispose des explications épisodiques mais toujours bienvenues, aidant sans cesse à la lecture du combat par des gestes, des attitudes et des mimiques qui portent l'intention à son maximum d'évidence. Il s'agit donc d'une véritable comédie humaine, où les nuances les plus sociales de la passion rencontrent toujours par bonheur le signe le plus clair qui puisse les recueillir, les exprimer et les porter triomphalement jusqu'aux confins de la salle. On comprend qu'à ce degré, il n'importe plus que la passion soit authentique ou non. Ce que le public réclame, c'est l'image de la passion, non la passion elle-même. Il n'y a pas plus un problème de vérité au catch qu'au théâtre. Ici comme là, ce qu'on attend, c'est la figuration intelligible de situations morales ordinairement secrètes. Cet évidement de l'intériorité au profit de ces signes extérieurs, cet épuisement du contenu par la forme, c'est le principe même de l'art classique triomphant. Le catch est une pantomime immédiate, infiniment plus efficace que la pantomime théâtrale, car le geste du catcheur n'a besoin d'aucune fabulation, d'aucun décor, en un mot, d'aucun transfert pour paraître vrai. Chaque moment du catch est donc comme une algèbre qui dévoile instantanément la relation d'une cause et de son effet. Il y a certainement chez les amateurs de catch une sorte de plaisir intellectuel à voir fonctionner aussi parfaitement la mécanique morale. Certains catcheurs, grands comédiens, divertissent à l'égal d'un personnage de Molière, parce qu'ils réussissent à imposer une lecture immédiate de leur intériorité. Ce qui est ainsi livré au public, c'est le grand spectacle de la douleur, de la défaite et de la justice. Le catch présente la douleur de l'homme avec toute l'amplification des masques tragiques. Le catcheur qui souffre sous l'effet d'une prise réputée cruelle, un bras tordu, une jambe coincée, offre la figure excessive de la souffrance. Comme une pietà primitive, il laisse regarder son visage exagérément déformé par une affliction intolérable. On comprend bien qu'au catch, la pudeur serait déplacée, étant contraire à l'ostentation volontaire du spectacle, à cette exposition de la douleur qui est la finalité même du combat. Aussi tous les actes générateurs de souffrance sont-ils particulièrement spectaculaires, comme le geste d'un prestidigitateur qui montre bien haut ses cartes. On ne comprendrait pas une douleur qui apparaîtrait sans cause intelligible. Un geste secret effectivement cruel transgresserait les lois non écrites du catch et ne serait d'aucune efficacité sociologique, comme un geste fou ou parasite. Au contraire, la douleur paraît infligée avec ampleur et conviction, car il faut que tout le monde constate non seulement que l'homme souffre, mais encore et surtout comprenne pourquoi il souffre. Le catch est le seul sport à donner une image aussi extérieure de la torture. Mais ici encore, seule l'image est dans le champ du jeu, et le spectateur ne souhaite pas la souffrance réelle du combattant. Il goûte seulement la perfection d'une iconographie. Ce n'est pas vrai que le catch soit un spectacle sadique, c'est seulement un spectacle intelligible. Le catcheur est comme crucifié en pleine lumière, aux yeux de tous. J'ai entendu dire d'un catcheur étendu à terre « Il est mort, le petit Jésus, là on croit ». Et cette parole ironique découvrait les racines profondes d'un spectacle qui accomplit les gestes mêmes des plus anciennes purifications. Mais ce que le catch est surtout chargé de mimer, c'est un concept purement moral, la justice. L'idée de paiement est essentielle au catch, et le « fais-le souffrir » de la foule signifie avant tout un « fais-le payer ». Naturellement, c'est le mouvement de la justice qui importe ici beaucoup plus que son contenu. Le catch est avant tout une série quantitative de compensations, œil pour œil, dent pour dent. Le mal étant le climat naturel du catch, le combat régulier prend surtout une valeur d'exception. L'usager s'en étonne et le salue au passage comme un retour anachronique et un peu sentimental à la tradition sportive. Il se sent tout d'un coup ému devant la bonté générale du monde, mais mourrait sans doute d'ennui et d'indifférence si les catcheurs ne retournaient bien vite à l'orgie des mauvais sentiments qui font seuls du bon catch. La fin d'un match de boxe ou d'une rencontre de judo est sèche comme le point conclusif d'une démonstration. Le rythme du catch est tout différent, car son sens naturel est celui de l'amplification rhétorique, l'emphase des passions, le renouvellement des paroxysmes, l'exaspération des répliques ne peuvent naturellement déboucher que dans la plus baroque des confusions. On a déjà noté qu'en Amérique, le catch figure une sorte de combat mythologique entre le bien et le mal. De nature parapolitique, le mauvais catcheur étant toujours censé être un rouge. Le catch français recouvre une toute autre héroïsation, d'ordre éthique et non plus politique.
Ce que le public cherche ici, c'est la construction progressive d'une image éminemment morale, celle du salaud parfait. Des salauds parfaits, j'en connais moi, pas besoin d'être un catcheur pour ça. Au catch, rien n'existe que totalement. Il n'y a aucun symbole, aucune allusion, tout est donné exhaustivement. Ne laissant rien dans l'ombre, le geste coupe tous les sens parasites et présente cérémonialement au public une signification pure et pleine, ronde à la façon d'une nature. Cette emphase n'est rien d'autre que l'image populaire et ancestrale de l'intelligibilité parfaite du réel. Ce qui est mimé par le catch, c'est donc une intelligence idéale des choses. C'est une euphorie des hommes, haussée pour un temps hors de l'ambiguïté constitutive des situations quotidiennes, et installée dans la vision panoramique d'une nature univoque, où les signes correspondraient enfin aux causes, sans obstacle, sans fuite et sans contradiction. Lorsque le héros ou le salaud du drame, l'homme qui a été vu quelques minutes auparavant possédé par une fureur morale, grandit jusqu'à la taille d'une sorte de signe métaphysique, quitte la salle de catch, impassible, anonyme, une petite valise à la main et sa femme à son bras, nul ne peut douter que le catch détient le pouvoir de transmutation qui est propre au spectacle et au culte. Sur le ring, et au fond même de leur ignominie volontaire, les catcheurs restent des dieux, parce qu'ils sont, pour quelques instants, la clé qui ouvre la nature, le geste pur qui sépare le bien du mal et dévoile la figure d'une justice enfin intelligible. Et voilà, Roland Barthes est un génie parmi tant d'autres et je vous encourage à lire d'autres de ses mythologies. Il y en a une sur le musical que j'aime beaucoup, sur l'acteur d'Harcourt, sur les Martiens. J'ai pas fini de toutes les lire, mais il n'y a pas forcément d'ordre et c'est un régal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.